Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, c'est donc jour de fête forcément. Et je vais commencer cette vidéo par des excuses. Alors contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce ne sont pas des excuses liées à ma coupe de cheveux, mais plutôt à mon incapacité à satisfaire toutes les personnes qui me contactent pour me demander des choses. Je suis vraiment embêté parce que je suis obligé de refuser poliment ou d'expliquer poliment que je ne peux pas accéder aux demandes de tous ceux qui me font des messages avec des sollicitations en fait qui sont super bien intentionnées et très cool et tout quoi. Et c'est super délicat de répondre à des demandes qui sont vachement gentilles, etc. que je peux pas en fait, tout simplement. Quand je dis ça, je veux dire des gens qui m'ont contacté pour, par exemple, me demander de lire des manuscrits, j'en ai eu plusieurs. Des gens qui m'ont contacté pour écouter leur album de musique, des gens qui m'ont contacté évidemment pour regarder leurs vidéos, des gens qui, aimeraient bien, que je partage, que j'en parle. Enfin, ça fait logique, un truc de promo quoi, en fait, tout simplement, faire un peu de pub. Mais c'est surtout, le problème, c'est le nombre. Alors, je sais pas comment font les autres youtubeurs, parce que moi, finalement, je suis quand même très petit, quoi. J'ai même pas 8000 abonnés, quoi. Je sais pas comment fait quelqu'un qui a 30 000 abonnés, 35 000, 100 000, mais bon, enfin si, je sais comment ils font, puisqu'ils ne le font pas, en l'occurrence. Mais je sais pas comment ils s'en sortent diplomatiquement parlant. Parce que moi, ça m'est super mal à l'aise de dire, sincèrement, j'ai pas le temps d'écouter tous les trucs, de lire tous les trucs, de regarder tous les trucs. Et en plus, c'est vrai qu'après, c'est suivi quand même d'attente de ce serait cool que t'en parles, enfin voilà quoi. Un truc de démarchage, en fait, tout simplement. Et moi, en fait, j'ai vraiment... c'est compliqué. Voilà, donc mais voilà, à chaque fois je m'excuse hein, mais c'est sincère, voilà, donc je tiens quand même un petit peu à le dire et à m'expliquer que c'est le nombre qui fait l'impasse en fait hein, mais ça c'est tout le monde le sait, enfin il suffit de réfléchir un peu. C'est-à-dire que quand tu as 2-3 personnes qui te demandent de lire un boulot de 100 pages ou de regarder une vidéo de 2 heures ou d'écouter un album d'1 heure et demie ou de comme ça, et puis enfin dans l'espoir que tu en parles sur la etc. Quand ils sont quelques-uns, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'attention et surtout ça devient concrètement infaisable quand tu passes la dizaine de personnes, la vingtaine, enfin voilà, c'est ce qui est rien hein, sur voilà, moi j'ai donc 7000 je sais pas combien. Franchement, je dois avoir une trentaine de personnes qui m'ont envoyé des fichiers, des trucs à écouter, des trucs à lire, des trucs avec des demandes très polies quoi, de partager, de faire la pub, etc. Mais c'est infaisable. C'est-à-dire que ça me prendrait un temps de dingue quoi, parce que vous êtes trop nombreux. C'est le cumul des mandats quoi. Donc voilà, mais je suis super gêné. Je sais qu'il y en a, voilà, j'en ai parlé un peu avec des collègues youtubeurs, ils ont pas trop de scrupules, c'est sans doute eux qui ont raison. Mais moi, voilà, je me mets toujours à la place de la personne et je me dis, putain, c'est pas cool de répondre ça alors que la personne, c'est un geste vachement bien intentionné, enfin c'est super flatteur en plus, moi je suis vachement honoré, qui suis-je quoi, pour qu'on me sollicite mon opinion, voilà, donc c'est qu'on apprécie des trucs et tout, et voilà, ça me fout les glandes en fait, de devoir expliquer, putain je suis désolé mec, mais je peux pas, parce que si je le fais pour une personne, les 19 autres, elles vont se dire, ah ouais d'accord, ok. Je sais pas, t'es perdant en fait. Donc bref voilà, pas faire 1000 ans là-dessus, mais je tenais quand même je m'excuse à chaque fois en PM, j'essaye de m'expliquer, mais des fois ça passe pas toujours, hein, y en a qui se vexent, évidemment. Et voilà, donc en fait tu sais que même si tu mets les formes et que t'essaies le plus sincère possible, ta sincérité va être appréciée très modérément, parce que le but du jeu c'est pas que tu dises non poliment, c'est que tu dises oui. Voilà. Bref, j'enchaîne directement. Ah oui, alors j'ai fait 2 lives récemment, puisque principalement grâce à l'ami Jonali, j'ai résolu mon problème de freeze et de lag et de machin. John, si tu me regardes, merci encore infiniment. Donc j'étais chez David de Filmtalker, c'était pas du tout prévu, mais voilà, j'ai été ravi de répondre à son invitation. C'était il y a quelques temps pour parler de Furiosa, et il y avait également l'ami Merej. Une vidéo super intéressante que je vous recommande totalement. Voilà, alors je les ai rejoints un peu tard, hein. Je crois que ça dure un peu plus de 2 heures et je ne suis présent que sur la 2e heure. Voilà, j'ai défendu le film, hein, puisque voilà, si vous avez vu ma vidéo sur Furiosa, moi j'ai adoré ce film. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis que je l'ai adoré et que pour moi c'est juste un excellent film. C'est pas du tout l'avis de Merej. David, c'est un peu entre les deux. Enfin, j'ai l'impression qu'il est quand même apprécié, mais je vous laisserai découvrir. Enfin, en tout cas, c'était une super vidéo, un super échange. Et un live chez Merej dimanche soir, avec le copain Fred, où on a parlé de nos ressentis sur les trucs qu'on a vu récemment et sur les films qui sont annoncés. Enfin, c'était absolument génial. Donc voilà, j'étais ravi de les avoir fait. Et je passe également au film plus récemment. J'ai vu Civil War, les amis. Comment dire, j'ai vraiment détesté. Je vais voilà, pas tourner autour du pot. Je vais pas me faire des amis et voilà, parce que vraiment beaucoup de gens ont apprécié ce film.
Moi, j'en attendais quelque chose que je n'ai pas eu du tout. J'avais pas compris que c'était un road movie minimaliste où il se passe globalement que dalle, avec des enjeux en plus vraiment inintéressants possible. Rencontrer le président pour être les derniers journalistes à l'interviewer, ça n'a aucun intérêt. Je vous spoil à peine, hein, mais enfin, ça ne dévoile pas tout ce qui se passe dans le film, mais c'est vraiment nul. J'ai trouvé ça nul, médiocre. Voilà, j'ai pas du tout compris. Alors c'est un réal que je n'aimais pas jusque-là. Hein. J'avais détesté Men, le film précédent, et là, voilà, l'intrigue pour moi, hein, à chier. Et j'ai pas compris. Enfin, la réal, aucun intérêt. Enfin, vraiment, vraiment, mais un peu. Bref, immense déception. Le seul moment où j'ai souri devant le film, c'est la scène des deux bagnoles qui se coursent et où on entend Skid Row. Voilà, c'était mon petit moment de bonheur de métalleux. Donc là, il y a un passage, une scène dans le film où tout un bout d'une chanson de Skid Row et voilà, donc avec Sebastian Bach. Ça m'a fait marrer quoi. Je me suis dit, c'est cool. Voilà. Le reste, mon dieu. Et je trouve ça tellement dommage qu'elle gâchit, parce que pour moi, le pitch de Civil War, et c'est pour ça que c'était un des films que j'attendais le plus cette année, en plus, lol, il était génial, mais moi je croyais que c'était un film qui allait aborder, voilà, comment dire, une forme d'échéant, enfin c'est ce qu'il fait, mais en fait il ne l'aborde pas, et puisqu'on reste avec un petit groupe de journalistes, on n'a rien à battre, et que il y a aucune vue d'ensemble. Le conflit, enfin l'explosion des États désunis, on pourrait dire tout d'un coup, et leur opposition, le conflit, le chaos, le machin, la guerre civile et tout. Je trouve ça passionnant, mais moi je pensais que ça allait être un film qui allait aborder ça de manière générale, qu'on allait naviguer entre les divers États pour voir les stratégies, les coups bas, les machins, les scènes de guerre, enfin. Et c'est pas ça du tout, mais du tout, c'est survolé. En fait, c'est prétexte à donc suivre sur la route 4-5 personnes. Non, vraiment, enfin bref. Donc en fait, je n'ai pas. Pour moi, c'est un non-film presque. Voilà. Narrativement parlant, je veux dire. Évidemment, on ne permettrait pas de dire dans sa globalité, mais nul. Enfin, je sais pas, c'est pas juste que j'étais déçu, je trouve ça nul. Voilà. Donc tant pis pour moi. Et en plus même le jeu des acteurs, non, enfin bref, rien n'est passé. Voilà. Immense coup de cœur, Adagio sur Netflix. J'en ai longuement parlé chez Merej, justement dimanche dernier avec Fred. C'est une découverte que je dois à Merej, parce que j'en avais pas du tout entendu parler, et en plus Netflix ne le suggère même pas dans sa grille de nouveautés. Et alors, ce n'est que mon opinion, je pense qu'en fait, ils ne le font pas parce que le film n'est pas doublé. Ils n'ont pas financé le doublage français. Du coup, c'est VO italienne, sous-titrée française, et c'est tout. T'as pas d'autre choix. Enfin, t'as le choix, je crois, du sous-titre anglais aussi. Mais tu n'as pas de VF. Et oui, ça exclut immédiatement énormément de public. Ils le savent très bien, et je pense donc que c'est pour ça qu'ils ne se fatiguent pas à promouvoir le film dans sur leur plateforme. Et c'est très dommage. C'est un film incroyable que je vous recommande totalement. Je vais pas du tout spoiler. J'en parle donc, comme je disais, dans le live chez Merej. Mais en gros, voilà, c'est un jeune qui va être piégé et manipulé par un groupe de flics corrompus. Et ça va aller de mal en pis. Et vraiment, c'est très émouvant, très intelligent, très dur. C'est sans pitié, quoi. C'est vraiment pas, quand je dis émouvant, je veux dire que c'est émouvant justement parce que c'est dur. Il y a aucune scène tire l'armichette ou qui cherche à déclencher le pathos, c'est tout. Voilà. Et là, à l'inverse de Civil War, de mon point de vue, tous les acteurs sont extraordinaires. C'est vraiment un film choc. Voilà. Donc immense coup de cœur, la fin remarquable avec je trouve, un clin d'œil à l'impasse. Enfin, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu La Malédiction, l'origine. Et celui-là, par contre, j'avais des vrais espoirs. Et j'ai été extrêmement déçu. Je n'ai pas capté, en fait, ce qui a séduit les gens. J'avais lu que vraiment, c'était un excellent préquel. Donc, à The Omen, donc, que je vénère. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, La Malédiction, j'adore ce film. J'adore même le 2, en fait. Enfin, c'est une trilogie que j'aime beaucoup. Mais voilà, le premier, c'est un chef-d'œuvre total pour moi. Et là, vraiment, tous les retours étaient bons. Même critiques... et même public, enfin là, ce que j'entendais dire, c'est vraiment tout le monde disait sérieux, c'est pas mal, c'est vraiment bien quoi. Donc je l'ai lancé assez confiant, et j'ai trouvé ça ni inspiré, ni effrayant, mais rien quoi. Donc chiant, hein, forcément, du coup. C'est même pas très beau, enfin il y a quelques scènes qui sont sympas quoi, mais voilà, non, immense déception. Enfin, alors par contre c'est pas irregardable effectivement, c'est-à-dire que c'est moins pire que plein de trucs qu'il y a eu dernièrement, enfin le préquel de l'Exorciste qui était putain, c'était pas possible. Non, là c'est pas ce niveau-là, il y a pas des moments où tu te dis je regarde une bouse, mais à aucun moment tu te dis je regarde un film qui est intéressant,
qui propose un truc intense. Enfin, voilà quoi, on a des années-lumière du niveau, par exemple, de La Malédiction. Et je trouvais ça vraiment cousu de fil blanc. Enfin, et c'est vraiment ça. Il y a aucune prise de risque. Et à la fin, donc, il veut faire le lien vraiment direct avec le début de La Malédiction. Pas très habile. Non, j'ai pas aimé vraiment. J'ai pas aimé. Il y a voilà peut-être une ou deux scènes qui se veulent très choc et que j'ai trouvé réussi, mais réussi sans être choc, tu vois, c'est juste des scènes que j'ai trouvé correctes, enfin bien faites quoi. Donc bref, hein, pour moi c'est pas un bon film du tout, mais du tout quoi. Qu'est-ce que je vais d'autre, Boy Kills World, pardon, avec Bill Skarsgård là, qui m'a bien fait rire d'ailleurs cette semaine en déclarant publiquement que il n'aimait pas du tout la fin du film The Crow dans lequel il joue et qu'on va avoir je ne sais quand, enfin, parce que la sortie a été reportée. Voilà, c'est ce projet décidément. Donc là, alors c'est produit par Sam Raimi. J'étais assez impatient de voir ce film parce que j'avais vu l'affiche que je trouvais géniale et quelques photos et j'avais pas capté. Mais ça c'est ma faute, hein, voilà, je m'étais pas renseigné. J'étais parti du principe que ça allait être un film sérieux et ultra violent, quoi. Donc je me disais, ça va être génial, quoi. En fait, c'est une comédie mais totale, voilà, avec des blagues, en plus une voix off omniprésente. Et rien n'est à prendre au sérieux, donc c'est façon grosse BD, que des blagues, beaucoup de CGI grossier, mais c'est fait exprès, hein, voilà, c'est gaguesque. Une fois de plus, enfin, le film cherche juste à te faire rire en fait, énormément, et à t'impressionner par son côté jeu vidéo, manga dans l'esprit quoi. Je dois dire néanmoins que c'est très réussi, c'est vrai que dans cette optique c'est très réussi. Par contre, ça donne un film qui est du genre de ceux que j'aime pas du tout. Donc voilà. Donc au bout de 10 minutes, quand j'en étais à la 9e vanne, pas drôle, enfin pour moi en tout cas, et ou même visuellement, je voyais que ça faisait des gros plans déformés pour faire rire, enfin, non, c'était pas possible. Et puis à côté, enfin la petite sœur, c'est insupportable. Enfin voilà, j'ai vraiment rien apprécié, à part que c'est bien fichu, mais c'est tout ce que moi je n'aime pas en fait. C'est à un moment j'ai cru que ça allait être un peu façon Tarantino, mais en fait non, pas du tout. Tarantino, il y a une limite, mais c'est possible de prendre au sérieux à balle quoi. Kill Bill par exemple quoi. Mais non, là c'est vraiment t'es dans le gag de je sais plus combien de temps ça dure, voilà. Néanmoins, par exemple Mireille j'ai adoré. Et il y a plein de gens qui ont bien aimé. Donc c'est une question de voilà de goût, de sensibilité. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus sur quel film il y a pas très longtemps. Moi, ces films-là, non, j'en ai marre. Ça me saoule, ça me saoule. Donc voilà, bref, déception. J'ai vu The Fall Guy. Alors là, je vais même pas traîner là-dessus. C'était nul. Voilà. Putain. Oh la vache. Non, là, bon, j'ai vu que ça avait bidé de ouf aux États-Unis et on comprend pourquoi. Même si ça n'explique pas, parce que à ce jeu-là, comment tu expliques qu'il y a des films tout aussi nuls qui ont surperformé aux États-Unis, bah je ne l'explique pas. Bref, c'était nul, vraiment nul. Que pareil, que des blagues, ça cabotine de ouf. Alors après oui, c'est adapté, inspiré en fait de L'Homme qui tombe à pic. Série que j'adorais. Mais L'Homme qui tombe à pic, ouais, évidemment, ça n'a rien à voir, c'est une autre époque et tout. Donc en fait, ça s'en inspire, mais en réalité, j'ai vu aucun point commun avec L'Homme qui tombe à pic dans ce film. Et là, il y a une love story qui est, enfin, traitée façon drôle, quoi, mignonne, drôle, on va dire. Et moi, j'étais totalement hermétique à ça. J'ai trouvé ça insupportable. Toute cette love story quoi. Donc bon, voilà, encore un truc. Et je terminerai avec The Challengers, un film de ménage à trois, on pourrait dire en quelque sorte, mais bon, c'est un peu cliché de résumer ça à ça, mais bon, en gros, deux jeunes joueurs de tennis qui veulent faire carrière, qui vont tomber amoureux de la même tennis woman et qui vont se faire en gros plus ou moins manipuler. Il y en a un qui va se mettre avec elle, mais finalement l'autre va réapparaître. Enfin, et donc ça va créer une espèce de triangle comme ça sur la tentation, les non-dits, les clashs. Ça se veut très sensuel. Moi, j'ai pas trouvé du tout, avec une tension incroyable. De désir, moi je suis pas du tout trouvé. J'ai pas trouvé ça nul, hein, on peut quand même dire franchement, mais je suis pas du tout rentré dedans. Après il y a un problème qui est totalement personnel, et là vous allez vite me comprendre, et je sais que on a presque tous ce genre de blocage sur certains acteurs, certaines actrices, des choses comme ça. C'est-à-dire que tout le film repose sur le fait que Zendaya est incroyablement sublime, désirable et tout, enfin que c'est la plus belle créature sur Terre et tout. De gueule, j'aime pas du tout ce qu'elle dégage, son esthétique, j'aime pas du tout. Donc c'était déjà le cas dans Dune, je sais plus où je l'avais vu encore ailleurs, c'était pareil, et là, pareil. Donc je sais pas qu'elle joue mal, hein, pas du tout, c'est pas ce que je dis.
Mais je dis que pour moi, elle a zéro charisme, zéro beauté mais pas beauté, chacun ses goûts, tu vois. Mais elle dégage rien, quoi, rien, quoi. Donc en fait, comme dans le film là, elle est censée couper le souffle à tous les hommes de la Terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein. Qui ne serait pas bouillonnant de désir pour toi, qui ne sur Terre, quoi, ne serait pas amoureux de toi. Mais donc voilà, donc forcément, tu t'es moins impliqué du coup dans tout ce que le film va traiter, parce que à la base, toi personnellement, tu n'arrives pas à y croire, en fait. Voilà, ça, tout simplement. Après, voilà, si le film était extraordinaire, ça m'aurait pas empêché non plus, il faut quand même se calmer. Mais là, j'ai pas trouvé du tout que c'est extraordinaire. Il y a une bande son de Trent Reznor et Atticus là, Ross, qui est pas mal par moment, mais un peu casse-couille au bout d'un certain temps, en façon voilà rétro, électro-pop minimaliste. Bon, c'est pas génial, génial. À la toute fin, on a une forme de un faux inédit de Nine Inch Nails, j'ai envie de dire, enfin une chanson de Reznor avec Atticus. Que j'ai pas trouvé génial non plus, même si elle m'a rappelé les toutes premières démos de Nine Inch Nails, les démos qui ne sont jamais sorties, je veux dire Maybe Just Once, tout ça, enfin c'est pour les fans hardcore de Nine Inch Nails, ils verront de quel titre je parle, et qui était très pop, ça je veux dire, la chanson est très pop. Et donc bon, le film je trouvais nul, enfin j'ai déjà moitié oublié, enfin voilà, m'a pas du tout, ils disent film choc et tout sur moi, mais alors qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans, enfin même émotionnellement parlant. Je tiens à préciser néanmoins que, alors, autant Zendaya, du coup, moi, comme je l'aime pas du tout, elle m'a pas impressionné. Enfin, mais elle joue très bien, hein, mais elle m'a pas du tout impressionné. Autant les deux acteurs, il y a Josh O'Connor et Mike Fest, qui sont tous les deux extraordinaires, et je le dis sincèrement, c'est eux qui m'ont tenu pendant tout le film. Sinon, je l'aurais arrêté au bout d'une heure, enfin. Et j'ai tenu jusqu'au bout parce que leurs performances sont incroyables. Il y en a un qui jouait le prince Charles jeune dans The Crown et il m'avait marqué déjà par son visage. Il a l'air tout le temps malheureux, brisé, enfin, et lui son jeu est incroyable, incroyable. En fait, presque rien que pour sa performance, j'ai envie pas de vous le recommander, mais de vous dire, peut-être que contrairement à moi, vous allez vous apprécier le film en fait. Parce que comme je dis, le film, il est pas irregardable, c'est pas à chier ni rien. C'est juste que moi, je trouve ça inintéressant, que je peux rentrer dans ce qui m'est dit, que j'ai trouvé que c'était ni sexy ni rien. Enfin, bon, j'ai pas cru quoi, je sais pas comment dire. Mais les performances des acteurs et surtout la sienne, c'est dingue, vraiment génial, extraordinaire. J'attends les superlatifs. Je fais des salades de superlatifs. C'est comme les mecs sur les affiches, ils font les salades de visage. Moi, j'ai dit, c'est extraordinaire, génial, magnifique, fantastique. Ah putain, au secours, sauvez-moi. Avant de passer aux questions, je vais remercier les personnes qui m'ont fait des dons. Donnie Master, merci infiniment pour ton don et pour ton mot, parce qu'en fait, ces dons ont été joints en fait à des commentaires qui m'ont énormément touché en plus. Pareil pour Palombieri, merci infiniment pour ton don et ton mot. Et Stéphane Mialet, vraiment soutien indéfectible, c'est génial quoi. Quel est ton film préféré qui traite d'un fait réel? Alors question géniale, franchement. Par contre, il y en a tellement, mais tellement quoi. Donc c'est chaud. J'ai regardé quand même dans mes DVD pour faire le plus rapidement possible. Et j'ai essayé d'éviter les trucs hyper connus quoi. C'est pour sortir des trucs voilà. Bon. Alors il y en a quand même qui sont connus, hein, je crois. Mais j'ai un peu suivi mon instinct. Voilà, j'ai flâné dans ma DVD Tech, j'ai fait ça c'est une histoire vraie, ça c'est une histoire vraie, et c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Donc tout ça pour dire que mon préféré, en fait, je saurais pas en tirer un et dire c'est celui-là. Mais il y en a plusieurs. Donc je voulais passer en revue. C'est souvent des films dont j'ai déjà parlé ou etc. Masque, Masque avec Cher, extraordinaire film, très fidèle à l'histoire vraie qu'il adapte. Et voilà, j'avais fait une vidéo sur ce film il y a très longtemps. C'était au tout début de ma chaîne. Et voilà, un film dont je parlerai peut-être un jour en Reco Express parce que c'est vraiment un film merveilleux. Et voilà, une histoire vraie. Autre adaptation d'une histoire vraie, même si là c'est beaucoup moins vérifiable, j'ai envie de dire, que Masque. C'est The Revenant avec DiCaprio. Voilà, pareil, magnifique. Magnifique aussi. J'ai adoré ce film. Je pense que c'est un de mes films préférés avec DiCaprio, même si DiCaprio, il y a quand même pas mal de films que j'adore. Dans un genre extrêmement différent, mais que j'aime énormément, Boogie Night. Pour moi, un des meilleurs films avec Mark Wahlberg. Ah putain, il y a aussi ce film avec Val Kilmer, Wonderland, qui est une histoire vraie et qui est génial. Attendez. Voilà, Wonderland, je suis allé le chercher. Wonderland, hop. Val Kilmer, une tuerie et une histoire vraie. Et une histoire incroyable. Ça, faudrait que j'en parle en Reco Express. De ouf.
Ensuite, c'est une histoire vraie, ça, j'ai comme un doute. Une histoire vraie, ça? Non, je peux pas une histoire vraie, ça. Flash Gordon, c'est une histoire vraie? Non, c'est pas une histoire vraie. Très drôle. Je sais pas ce que ça fout là. Ah oui, Richard Gere, j'en ai pris deux que j'aime énormément et qui sont tirés de faits réels. Faussaire. C'est génial. Ça, franchement, je vous le recommande à balle. Si vous ne l'avez jamais vu. Hachi, pareil. Ça, qu'est-ce que j'ai adoré ce film. Bon là, c'est vraiment mignon. Enfin, c'est un film très triste, très mignon. Voilà. Mais c'est une histoire vraie également. Et je termine avec deux films de requins que j'adore et qui sont assez fidèlement, en plus, hein, après enquête, adaptés de faits dramatiquement réels. Donc, The Reef, qui est mon film de requin préféré ever. Voilà, c'est le meilleur. Si quelqu'un me disait, j'ai jamais vu aucun film voilà, d'attaque de requins et de machin, lequel je dois voir en premier, je dirais The Reef. Je dirais The Reef et pour la peur. Et après, je dirais évidemment Les Dents de la Mer. Mais Les Dents de la Mer ne fait plus peur. Enfin, voilà, je m'en suis rendu compte auprès des jeunes générations. Ce film ne fait plus peur et c'est pour des raisons principalement d'effets spéciaux et tout, les trucages, ça ne passe plus du tout, quoi. Et voilà, il y a même cette anecdote que je sais plus si je l'ai racontée en vidéo une fois, mais le fils de ma chérie, quand je lui ai fait découvrir Les Dents de la Mer, la première attaque du requin, il a dit, je sais plus quel âge il avait, peut-être 13 ans, comme ça. Il a dit, mais donc c'est quand qu'il arrive le vrai requin, l'attaque du vrai requin, ils vont croire que c'est le faux comme là. Et j'ai dit, non, là t'es censé croire que c'est le vrai là déjà. Il m'a dit, ah, le truc qui fait comme ça là. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué pour voilà, de se remettre, je sais pas comment dire, de faire abstraction en fait aux effets spéciaux qui ont, oui, très 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 vieilli. Et sur, il y a des thématiques où ça passe, toi les vieux films des années 50-60 avec les extraterrestres et tout. En fait, j'ai l'impression que ça passe plus facilement qu'un film, voilà, où c'est un truc vraiment sensible comme un requin dans l'eau, voilà. Donc bon, moi je vénère évidemment chef-d'œuvre absolu, mais je suis obligé d'accepter, enfin de prendre en compte le fait que sur des gens plus jeunes, le film par contre, enfin, il peut plaire quoi, mais il peut plus vraiment faire peur, enfin, parce qu'on ne croit pas, on peut pas croire au requin, enfin la machine quoi. Bref. Autre, je suis parti. Autre film tiré de faits réels que j'adore, c'est Open Water, donc en France, Dérive mortelle. Terrible histoire, mais putain, quelle horreur. Et je le trouve remarquable. À ce film-là, je le trouve remarquable. J'avais bien aimé le deuxième aussi qui a été fait, que j'ai également d'ailleurs, oui, il est là-bas, sur l'histoire vraie également, de ce bateau avec l'échelle inaccessible, enfin c'est horrible. Mais je vous recommande également, qui est un peu moins bien, hein, mais qui est bien quand même. Mais celui-là, il est ignoble. Ignoble. Donc voilà. Une question très sensible. As-tu gardé ta collection de verres Amora avec les dessins animés de l'époque 76-82? Putain, c'est ultra précis. Si oui, peut-on voir une vidéo démo sur la moquette? Alors sur la moquette, ça va pas être possible parce qu'il faudrait que je prenne le smartphone, ça va être chiant en montage. Mais il m'en reste 3. J'en avais des Goldorak évidemment. Alors à l'époque, je les avais, hein, comme tous les gamins. Et c'était horrible parce que je me souviens, évidemment, enfin, je sais pas si c'était pareil pour vous, quoi. Mais moi, gamin, la moutarde, je détestais ça, quoi. La moutarde, c'est horrible. Et du coup, on faisait semblant d'adorer la moutarde. Ah, j'adore la moutarde, maman, putain. Et non, il me faut absolument un pot de moutarde. Et le problème, c'était que t'en avais un, et puis après, tu voyais qu'il y avait un autre verre que tu voulais aussi, de pot Amora. Du coup, il fallait finir celui qui était dans le frigo. Donc, voilà, c'est l'heure des aveux, voilà. Il faut dire les choses, quoi. Expier ses fautes. Et je dois dire que j'allais régulièrement, quand ma mère avait le dos tourné au frigo, je prenais le pot de moutarde, une cuillère, j'ouvrais le robinet, et je foutais la moutarde dedans pour qu'elle parte, voilà. Et au bout d'un moment, je disais, maman, faudra arracher de la moutarde, il n'y a plus de moutarde et tout. Et elle disait, tu l'as mangé quand la moutarde? Et je disais, bah, je sais plus, voilà, mais il y en a plus, quoi. Ah merde, c'était drôle. Et on se disait, putain, c'est con, parce que s'ils avaient fait des pots en verre de ketchup Amora. Bah là, par contre, le ketchup, ça, moi, j'aurais pu en boire, même comme ça, genre un petit verre de ketchup, bon, avec plaisir. Bon, des haltères, hein, c'est très agréable. Alors que la moutarde, c'était douloureux. Et donc, on en voulait à Amora de faire ses verres avec nos dessins animés favoris sur des pots de moutarde. Voilà. C'est passionnant, mais presque.
Et voilà, donc les Goldorak, je les ai perdus. Ça m'étonne un peu parce que j'en avais 3-4. Ah oui, ils sont peut-être dans un autre carton. Bon, bref. Mais là, bon. Là, en tout cas, j'en ai retrouvé 3 qui étaient dans un sachet protecteur. Donc, j'en ai un. Mais alors, ils sont tous d'époque, hein, vraiment. Hein. C'est ceux que, dans lesquels, du coup, je buvais et tout. J'en ai un avec le logo Antenne 2 d'époque sur Albator. Voilà, Albator, magnifique. Avec le vaisseau de la première saison d'Albator, qui est ma saison préférée d'ailleurs. J'ai un Ulysse 31. Attendez, hop, voilà, Ulysse 31. Avec Ulysse et Télémac. Hop. Et mon préféré, celui-là je l'utilisais mais tout le temps, Sankukai. Sankukai, donc avec hop, le vaisseau, le Sankukai. Donc avec le vaisseau et Ryu et Hayato, je crois. Ah non, il y a juste un, dis donc. Et Sidero, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai ces trois-là, et j'avais au moins 3 Goldorak, mais je sais pas où ils sont. Voilà. Je crois que je les ai toujours, hein. Mais bon. As-tu déjà vu Youngblood? C'est un film sur le hockey vraiment cool, avec une bande-son typique des années 80 et une bonne dose de testostérone pour couronner le tout. Bien sûr que j'ai vu Youngblood, et je suis tellement vieux que j'ai vu Youngblood au cinéma, à sa sortie, à l'époque, quoi. J'étais jeune ado par contre. Et j'ai adoré ce film. Adoré. Je me souviens qu'après j'allais le louer au vidéoclub et tout. Je l'avais acheté en VHS et je l'ai en DVD. Voilà, et je le prouve. Voilà, DVD édition française en plus. Bon. Donc voilà, je pense qu'il y a par contre zéro bonus ni rien d'intéressant. Voilà, mais avec donc Patrick Swayze et Rob Lowe, c'est génial, c'est super cliché. Enfin, c'est comme tu dis, c'est typique années 80, machin. Mais moi j'adore ce genre de film de l'époque. Vraiment, j'aime énormément. Il y avait celui-là, il y avait Vision Quest aussi, dont je crois que je vous ai déjà parlé. Je crois que je préfère Youngblood. Et Rob Lowe, il est excellent. Et à un moment, il n'a pas fait du tout carrière par la suite. Et Youngblood, c'était génial. Et la bande son, bien sûr. J'avais le vinyle à l'époque. Pour Sankukai, savais-tu qu'il y avait un film, Les Évadés de l'espace, de 78, mais l'histoire est totalement différente par rapport à la série, et le film était encore plus kitsch. Je voulais savoir si tu l'avais vu. Bien sûr que je l'ai vu. Bon, enfin, tous les fans de Sankukai ont vu ce truc. Je l'ai même en DVD quelque part, parce qu'à une époque c'était ressorti pardon, en DVD chez les libraires en fait, dans un fascicule avec je sais plus quoi, un petit magazine, pour pas grand chose, c'était pas cher du tout. Et je l'avais repris, je l'ai revu, et c'était ignoble, c'est irregardable, hein, vraiment c'est une purge totale. Et ça n'a pas le charme de Sankukai évidemment. Donc voilà. Bon, après on connaît tous, enfin les fans de Sankukai connaissent voilà l'histoire en fait. La série n'a rien à voir, en fait. C'est un projet complètement différent. C'est juste qu'ils ont récupéré des décors, le vaisseau, en fait, ils ont des costumes de ce film, voilà, tout simplement. Donc en fait, pour le truc d'économie, je sais pas. Donc ils ont exploité énormément de matériel, mais par exemple scénaristiquement parlant, il n'y a aucun lien. C'est deux projets qui ont rien à voir, quoi. Rien à voir, c'est dans l'espace, voilà. Mais c'est pas du tout les mêmes scénaristes, c'est pas du tout la même intrigue, etc. Donc, par contre, pour des raisons mercantiles, on a essayé de nous faire croire que c'était limite le film préquel à la série, alors que ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, et que c'est nul, bon, vraiment c'est nul. As-tu vu que le film The Fall, que j'ai adoré et découvert grâce à toi, aura droit à 2 suites? Je suis aussi enthousiaste pardon, que sceptique, et toi, je suis également très sceptique. Je suis un peu enthousiaste, mais pas des masses en fait, parce que je vois pas, enfin décliner ce truc-là, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Et en plus, je trouve ça super bizarre d'annoncer directement 2 suites. Enfin, je suis perplexe en fait. J'attends de voir, hein, mais je sais plus si c'est le même réal. J'espère. Si c'est pas le même réal, alors c'est carrément, c'est une très mauvaise nouvelle. Je crois pas que c'est le même réal. Je crois que j'ai vu que c'était 2 mecs qui allaient bosser dessus. Or, le mec qui a fait The Fall, il était tout seul, je crois. À vérifier. As-tu vu le film La Légende de Billie Jean et le film New Kids? Ouais, j'ai vu ces films de 85, tu précises, mais j'en ai pas énormément de souvenirs. La Légende de Billie Jean, m'en souviens vaguement. New Kids, je sais que je l'ai vu, mais sans plus. C'est pas des films que j'ai adorés, en tout cas. Je pense que je les ai vus à l'époque loués au vidéoclub, mais je peux pas dire que je sois extrêmement fan. Donc voilà, c'est quoi ton top Michel Houellebecq? Je suis en train de relire Sérotonine et je suis morte de rire, mais je n'ai lu qu'un de ses livres sur 2, pardon. J'ai lu Les Particules élémentaires, Extension du domaine de la lutte, Plateforme. Mon top Michel Houellebecq, mettons mes 3 préférés, un truc comme ça, je dirais Extension du domaine de la lutte, La carte et le territoire
et Les Particules élémentaires. Voilà, ce serait mon top des romans que je recommanderais. Que penses-tu de la reprise de Heroes de Bowie par Motorhead, de la reprise de Knockin' on Heaven's Door de Dylan par Guns, et quel serait ton top 3 des chansons génériques de James Bond? Alors la reprise de Heroes par Motorhead, moi je la trouve excellente. Je trouve qu'il y a une émotion de dingue dans le chant de Lemmy en fait du coup. Et moi j'aime beaucoup Motorhead quand ils étaient en low tempo quoi. Et du coup bah Heroes, on est en plein dedans quoi. Et pour moi il y a un truc, une alchimie en fait qui se crée de dingue. Knockin' on Heaven's Door, sachant que je n'aime pas du tout la chanson de Dylan, car je n'aime pas du tout Bob Dylan, bah je trouve la reprise excellente, là encore. J'aimais bien la version de Guns, je veux dire à l'époque, pardon, je l'écoutais de temps en temps, mais par contre, comme j'ai jamais été fan de la chanson en elle-même, j'étais pas fan pour autant de cette chanson. Enfin voilà, c'est-à-dire que je trouvais que la version de Guns était plus agréable à écouter que l'original, pour moi, hein. Mais je me suis pas dit, non, mais en réalité, la chanson est géniale, et tout. Non, non, j'ai jamais aimé cette chanson. Vraiment, j'ai honte, hein, mais voilà. Mes mauvais goûts et moi, quoi. Ton top 3 des chansons de générique de James Bond, pour moi, en premier, A View to a Kill, Duran Duran, deuxième, Skyfall d'Adele, et troisième, Live and Let Die de Paul McCartney. Ah oui, et que penses-tu de la reprise de cette chanson par les Guns? Ah ça, j'adore, par contre, la reprise de Guns N' Roses de Live and Let Die. Wow, mortel. Mais là, par contre, j'adorais l'original, déjà, voilà, de Paul McCartney. Mais j'aime beaucoup Paul McCartney, vraiment énormément dans ses carrières solo, je veux dire. Il y a énormément de trucs magnifiques. Moi, mon top 3 des chansons génériques de James Bond, bah, ça surprendra personne, hein. En premier, je dirais la chanson de Duran Duran. En deuxième, je mettrais celle de AA, que j'adore, Living Daylight. Et en troisième, Live and Let Die. Alors, en fait, il y a plein de gens qui vont me dire, mais non, Live and Let Die, ça devrait être premier, quoi. Parce que c'est tellement incroyable, et je suis assez d'accord, mais c'est mes goûts personnels, quoi. Voilà. Après, bon, il y en a eu plein de très grandes qualités, même celle de Tina Turner, j'aimais bien. Il y a eu vraiment plein de très très bonnes chansons autres, mais pour moi, celles qui me plaisent le plus, celles de Duran, ça c'est sûr en premier, View to Kill. Et après AA, ça c'est sûr aussi. J'adore ces chansons. Je suis en train de découvrir l'œuvre de Bukowski. Est-ce un auteur que tu as lu? Oui, j'ai lu tout Bukowski quand j'avais 17 ans, un truc comme ça. Je l'ai dévoré, j'allais à la Fnac toutes les semaines acheter. Je les faisais, je crois que je les faisais dans le désordre, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et je les ai tous perdus. Ils étaient dans un carton qui était à la cave, donc il y a longtemps, hein, quand j'avais 25 ans, comme ça. Et il y a eu une inondation terrible dans notre cave, où il y avait une espèce de geyser, mais comme dans les films, quoi, qui venait du plafond, comme ça, une douche, quoi. Et donc ça a arrosé tous les cartons, mais pendant 2 jours, avant que quelqu'un s'en rende compte, genre, il y a de l'eau par terre dans les couloirs de la cave. Et en fait, ça venait de la nôtre, quoi, enfin la mienne. Et là, il y avait rien de sauvable. C'était poubelle. Et ah putain, j'en ai chialé, quoi. J'étais dégoûté. Il y avait plein de trucs hyper précieux, des vieux livres, des trucs comme ça. Et il y avait aussi des cartons avec beaucoup de livres de poche, puisqu'à l'époque, je vivais en studio, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc, je pouvais pas mettre toutes mes affaires, donc il y avait beaucoup d'affaires qui étaient à la cave. Et j'ai perdu notamment tous mes Bukowski. Et j'avais aussi des imports, parce que j'avais lu tout ce qu'on trouvait en France, mais il y avait quelques livres qui étaient inédits à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve tout en France. En français, je veux dire, traduit. Donc j'en avais aussi qui étaient des bouquins en anglais, quoi. Ah bref, et je me suis régalé, j'ai adoré lire Bukowski, c'est extraordinaire. Avec qui d'ailleurs j'avais découvert que nous partagions le même fétichisme. As-tu vu le film Wake Up, film d'horreur qui se passe dans un magasin Jean Requia? Ouais, c'est avec la bande où ils ont des masques et tout. Non, je l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air pas très sérieux. Enfin, du coup, j'avoue que ça m'a pas donné envie en fait. Je me suis dit, ça a pas l'air de vouloir réellement faire peur. Enfin, ça avait l'air un peu plus en mode délire, façon Abigail, tu vois. Donc je l'ai pas vu. Est-ce que tu connais l'artiste anglais Rain et notamment ses morceaux? Non, je connais absolument pas. Une sorte de troubadour hip-hop. Alors voilà, je n'ai jamais entendu parler. Faudrait que j'aille écouter, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant cette vidéo. Ma question littéraire du jour, as-tu lu La Maison des Feuilles? Ah oui, de Danielewski. Oui, je l'ai lu. Ça a été très difficile, par contre, je dois le dire très franchement. J'ai lu il y a longtemps, hein, et c'est marrant, je l'ai perdu ou je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Quoi qu'il en soit, ouais, je l'ai lu, une sacrée expérience. Enfin,
un livre OVNI, évidemment. Un chef-d'œuvre quand même, faut préciser. Mais c'est dur, c'est tellement dur à lire. Enfin, moi, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu vraiment du mal. Voilà. Est-ce que tu aimes bien Night Ranger, Rio Speedwagon, Boston, sont plus 70, mais ils sont précurseurs dans le genre. Night Ranger, non, j'avais écouté un disque, je crois, début des années 80, mais non. Speedwagon, je connais un tout petit peu, mais très mal. Et Boston, pareil, je connais un tout petit peu, mais très mal. À part les tubes énormes. C'est des groupes qui ont quelques tubes. Il y a plein de gens à qui ça dira rien sûrement. Parce que c'est des groupes américano-américains. C'est-à-dire que c'est des groupes ultra connus aux États-Unis, mais de mémoire, qui n'ont pas vraiment percé ailleurs, quoi. Voilà. Que penses-tu du film 1941 de Spielberg? J'aime pas du tout. Du tout, du tout. Alors vraiment pas. Hein. Je l'avais loué, je me souviens, ado. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Après, oui, je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais, mais non, j'avais pas du tout apprécié ce film. Je crois que je l'ai revu adulte, quoi, et que j'ai pas aimé, toujours pas, quoi, c'est pas passé. Quelques questions qui me sont venues à l'esprit, pardon. Belinda Carlisle en solo ou avec son groupe de Go-Go's. J'ai jamais écouté Belinda Carlisle. Et je me souviens qu'elle avait eu un énorme tube en solo, mais je sais même plus c'est quelle chanson. Voilà, mais j'ai jamais été fan. As-tu déjà vu le film de Jean-Claude Brissot, de Bruit et de Fureur, sorti en 88? Si oui, qu'en penses-tu? C'est le film avec Bruno Kremer, je crois. Mais, enfin, il n'a pas le rôle titre. Non, je l'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu ce film. Après, en cinéma français, j'ai beaucoup de lacunes. Enfin, il y en a plein que j'ai vu, bien sûr, mais j'ai pas mal de lacunes. Hein. As-tu vu le thriller Randonnée pour un tueur avec Sidney Poitier et Tom Berenger? Si oui, qu'en as-tu pensé? J'adore ce film. Et pour tout te dire, il est dans la liste des films que je compte aborder en Reco Express, Randonnée pour un tueur. Que penses-tu de la carrière d'Emilio Estevez et quelles sont tes deux interprétations préférées? Alors, mon interprétation préférée de cœur, quoi. Parce que je dis pas que c'est là qu'il est le plus extraordinaire, mais c'est dans Breakfast Club. Et évidemment, pas loin derrière, je mets Outsiders, où son rôle, enfin son personnage je trouve tellement émouvant, enfin touchant, bref. Voilà, bah, ça fait deux, voilà. Voilà. Pas très loin derrière. J'ai beaucoup aimé Young Guns, voilà. Le premier surtout, le premier Young Guns, j'avais vraiment bien aimé. Mais voilà, Outsiders et puis Breakfast Club, il est génial. Enfin, moi, j'adore. Que penses-tu du corpus de films Pierre-Richard Depardieu, Francis Weber, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs? C'est des chefs-d'œuvre pour moi. C'est des chefs-d'œuvre du genre comique français. Pour moi, c'est comme les films, enfin certains films hein, avec De Funès, quoi. C'est vraiment la perfection d'une forme d'humour, quoi, d'une époque révolue. Hein. Mais Les Fugitifs, mais mon Dieu. Moi, c'est des films qui me faisaient chialer de rire. Hein. Les Compères, La Chèvre. Pour moi, c'est vraiment trois tueries. Je saurais même pas les départager. C'est trois films que j'ai vus, mais je sais même pas combien de fois en fait. Hein. Et vraiment, Pierre Richard, il est extraordinaire. Depardieu était très cool à l'époque et c'était agréable de rire de lui, avec lui, enfin tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Quel dommage. Pierre Richard a beaucoup mieux vieilli, évidemment. Les Fugitifs, c'est vraiment un régal. C'est parce qu'en plus, voilà, ça va très vite. Enfin, après, je dirais Les Compères et puis La Chèvre. Mais en fait, non, vraiment les trois, je les adore. Mais je les adore. C'est pas juste que j'aime bien. Hein. J'assume complètement. Pour moi, c'est des très très grandes comédies françaises, mais parmi les meilleures pour moi. As-tu écouté le dernier album de Filter? Si oui, qu'en as-tu pensé? Perso, j'ai surtout retenu Tito Obliteration, qui m'a rappelé les premiers albums. Ouais, j'ai écouté, j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça rappelle beaucoup les premiers albums, et t'as la sensation qu'il y a un retour brutal. Un peu désespéré, j'ai envie de dire, je sais pas, ou opportuniste, enfin, faut savoir que Filter, ça fait quand même de longues années qu'il est vraiment une galère, mais c'est très compliqué, quoi. Il y avait eu d'ailleurs une espèce de rancœur qui était rejaillie entre Richard Patrick et Trent Reznor il y a pas très longtemps, et c'était un peu, pas pathétique, mais enfin, ça faisait de la peine, en fait, de voir Patrick dans cet état-là, quoi. Et surtout, voilà, le truc de linge sale, enfin, qui est déballé. Bon. Donc, je suis un peu déçu parce que moi, j'aimais bien l'évolution de Filter, comment ils évoluaient et tout. Et je trouvais que sur les premiers disques, en tout cas, il y avait vraiment un refus justement de trop se répéter. Et là, je trouve qu'il y a un gros retour en arrière pour essayer de dire ah, peut-être que ça va remarcher en reprenant la tambouille du début, quoi. Bah, c'est pas mauvais, hein, mais je suis comme déçu. J'ai deux films cultes que je revisionne assez souvent, Phantom of the Paradise de Brian De Palma et Un monde sans pitié de Eric Crochant. Un petit mot sur ces deux films. Phantom of the Paradise, je l'ai revu il y a pas très très longtemps. Bah, j'aime énormément
Par contre, alors j'aime énormément, mais je suis pas fan du tout des chansons. Je sais plus quand il y avait eu un débat chez un des copains youtubeurs et où ils expliquaient est-ce que c'est possible d'apprécier ce film sans apprécier les chansons. Et bah oui, en fait, parce que moi, par exemple, j'apprécie pas les chansons, vraiment pas. Mais ce qui est raconté, le ton, l'esthétisme, c'est extraordinaire. Donc, Phantom of Paradise, j'adore. Un monde sans pitié. J'avais beaucoup aimé la prestation de Hippolyte Girardot, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Il y a Yvan Attal aussi. J'en ai pas un souvenir ultra net, là, par contre. Donc là, je dis franchement, je saurais pas trop te répondre plus en détail. Mais je l'ai vu, mais parce que je me souviens notamment, surtout, en fait, de la performance d'Hippolyte Girardot. Ton top 3 des albums de Motörhead. Alors, j'avais déjà précisé, je crois, que je n'ai pas d'album préféré de Motörhead. Motörhead fait partie des groupes où, il y en a très peu, hein. C'est presque une exception, en fait, dans les groupes que j'écoute. Où il n'y a aucun album que j'aime de A à Z chez Motörhead. Aucun. À chaque fois, sur les albums, il y avait quelques morceaux que j'adorais et le reste qui me passait, mais complètement à côté, quoi. Et comme je l'ai dit, je crois d'ailleurs un peu plus tôt en vidéo sur la question de la reprise de Heroes, le Motörhead up-tempo, je suis vraiment pas fan. Voilà, avec la batterie en mitraillette, ça, c'est un peu comme Metallica. J'aimais pas trop les compos de Metallica qui étaient trop rapides. Je préférais quand c'était plus lent. Donc en fait, il y a plein de morceaux. Je m'étais fait un dossier d'ailleurs, tu vois, sur putain, c'est quoi Alors voilà, je te fais la liste vraiment direct. Mes chansons préférées de Motörhead, pour te dire, c'est alors par ordre du coup alphabétique, puisque c'est comme ça qui te le trie. Bad Religion, Bomber, Damage Case, Dead Man Tell No Tales, Death Forever, Don't Need Religion, Eat the Rich, Emergency, God Was Never On Your Side. Putain de chanson celle-là. Hellraiser, I Don't Believe a Word, Iron House, Born to Lose, Kill by Death, une de mes préférées. Kill by Death, Loser, Motörhead, No Class, One Track Mind, Overkill, la version longue, Overnight Sensation, j'adore cette chanson. Please Don't Touch, Rocket, Stand, Tear You Down, The Chase is Better Than The Catch, une de mes préférées de Motörhead également, ça c'est sûr. Too Late, We Bring the Shake, génial. White Line Fever, voilà. Ça c'est celle que j'adore du groupe et voilà, comme on le constatera en regardant d'où elles viennent de toute la disco, donc c'est éparpillé sur plein d'albums, mais du coup il n'y a pas un album où il y en a 10 que j'adore, quoi, par exemple. Aimes-tu Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano? Et même question pour L'Ours. Ouais, c'est deux films que j'adore, mais j'aime beaucoup les films de Jean-Jacques Hano. L'Ours, j'ai vraiment adoré. Le Nom de la Rose, on n'est pas très loin du chef-d'œuvre pour moi. Donc oui, j'aime énormément. L'Ours, c'était vraiment dingue. Enfin, moi je me souviens de la sortie du film. C'était ouf, quoi. Complètement ouf. Apple Music a sorti son top 10 albums of all time. Est-ce que tu pourrais le commenter dans ton prochain JDV et dire ce que toi tu aurais remplacé, par exemple? Attends. Alors, j'avais entendu parler de ça parce que j'ai vu tout d'un coup sur Twitter des gens qui faisaient des captures écran. C'est pas un top 10, hein, c'est un top 100, je crois, un truc comme ça. Et donc, voilà, évidemment, personne n'est content, personne n'est d'accord. Donc, ils remplacent les trucs et tout. Moi, les tops comme ça, enfin, selon Apple Music, je sais même pas. Alors, par contre, comme je sais vraiment pas sur quoi ils se basent, est-ce que ils se basent sur les écoutes qu'ils ont sur Apple Music, sur les notations des gens qui utilisent Apple Music? Est-ce que je sais même pas d'où vient ce top, en fait. Mais bon, tous les tops meilleurs machins de tous les temps, machin, c'est déjà que c'est de la merde. Mais je vais du coup regarder. Alors, attends, je vais te prendre les 10, voilà, on va prendre les 10 premiers, hein, puisque ce que j'en pense. Beyoncé, Limonade, ok. Nirvana Nevermind, 9ème. Amy Winehouse, Back to Back, 8ème. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Stevie Wonder, Songs in a Key of Life. Ah ouais, là par contre, ouais, chef-d'œuvre. 6ème. Frank Ocean, avec l'album Blonde. Prince and the Revolution avec l'album Purple Rain, ouais, ok. The Beatles avec Abbey Road. 3ème, Michael Jackson Thriller, 2ème, et Lauryn Hill, numéro 1, The Miseducation of Lauryn Hill. Elle n'était pas chez Apple, Lauryn Hill? Je ne sais pas. Bon, le numéro 1 me choque, mais c'est au-delà de choquer, en fait. Moi, je la mettrais même pas dans le top 100. Enfin, c'est un très bon disque, hein. Après, moi, j'aime pas du tout, hein. Je suis pas fan du tout.
Mais c'est un très bon album, sincèrement, que je connais un peu, quoi. Mais faut pas exagérer, il y a très bon album et top 100 de tous les temps, quoi. Enfin, donc là, pour moi, c'est une énorme blague. Donc ça me choque à mort, hein, évidemment. Michael Jackson Thriller, je trouve impossible qu'il soit pas numéro un, mais bon, voilà, c'est un peu subjectif. Forcément, c'est de l'art, hein, donc bon. Beatles, Abbey Road, je comprends, hein, je suis pas fan, mais je comprends complètement. Prince and Revolution avec l'album Purple Rain, je peux qu'être d'accord. Frank Ocean, je connais de nom, mais bref, bon, c'est une blague, enfin, je sais pas. Cinquième, c'est une blague, quoi. Stevie Wonder, ouais, là, je suis entièrement d'accord, parce que même si j'en mettrais d'autres, tu vois, tu me dis par lesquels tu remplacerais, mais en fait, moi, c'est putain, mais qu'est-ce que je vais mettre en fait sans que les gens me jettent des cailloux à la gueule, tu vois, parce que c'est très subjectif, une fois de plus. Donc moi, mes trucs préférés, il y a les trucs que tu préfères et les trucs que tu estimes les meilleurs de tous les temps. Alors, dans les meilleurs de tous les temps, je suis pas choqué de voir les Beatles, Stevie Wonder, ça me semble tout à fait normal. Voilà. Et après, moi, ce qui me fait plaisir, bien évidemment, c'est Michael Jackson et Prince, quoi. Surtout que Thriller et Purple Rain, pour moi, c'est deux parmi les, comment dire, pour moi, l'album Thriller et l'album Purple Rain, ça fait partie des, je trouve, des 5-10 meilleurs albums de tous les temps, en pop rock, on va dire, voilà. Mais vraiment, alors objectivement, c'est jamais objectif, mais le plus sérieusement possible, quoi. Voilà, donc ça fait, je suis content de voir ça, mais après pour le reste, c'est nawak. Beyoncé avec, enfin, mais n'importe quoi. Enfin, bon, Nevermind de Nirvana, je comprends complètement. Pour moi, c'est pas volé. C'est un album extrêmement important de l'histoire, machin. Après, je comprends pas trop que à ce jeu-là, putain, je remonte, je vois même pas Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Il est même pas dans les 20 premiers. Enfin, c'est pas possible, c'est une plaisanterie. Qui gueule tout seul, tu sais. Donc voilà, donc c'est de la merde, c'est n'importe quoi. 11e Fleetwood Mac, mais non, mais n'importe quoi. Radiohead, je déteste Radiohead, mais je peux comprendre. Jay-Z, Bob Dylan, Adele, Johnny Mitchell, Marvin Gaye, je remonte la liste là. Taylor Swift, Dr. Dre. Non, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi, mais vraiment, vraiment. Je regarde quand même. On est d'accord qu'il n'y a aucun album de David Bowie, quoi. Par exemple, je dis ça, mais David Bowie, Springsteen, c'est une blague, quoi. C'est même pas une question que genre je suis fan ou pas. C'est une question que pour moi, c'est pas sérieux s'ils sont pas dedans, tu vois. Enfin dedans, ils sont forcément dans le top 100, mais là les 10 premiers, c'est n'importe quoi. Non, non, mais ouais, bon bah là je suis en train de lire, ça va m'énerver. Ça y est, là, ça va monter. On va passer à la question suivante. Ouais. On a une petite verveine. Donc voilà, moi c'est de la merde, hein, donc hein, voilà, hein, qu'en penses-tu, commenter, bah là je t'ai bien commenté là, mais c'est de la merde. J'ai enfin terminé Anéantir de Welbeck et j'ai été déçu. Toi-même, que lis-tu en ce moment? euh, Ouais, moi Anéantir, ouais, bah, je te comprends un petit peu avec le recul, c'est vrai que c'était un petit peu décevant, enfin décevant, ça reste le truc chez Welbeck, c'est qu'il y a toujours d'abord moi ça me fait tellement rire quoi, mais rire par la cruauté quoi. Mais oui, je suis d'accord. Oh, je trouve que le livre est un peu épais. Enfin, je pense il aurait gagné à le retailler, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment au moins une cinquantaine de pages qu'on pouvait enlever, quoi. Mais bon, c'est un avis tout à fait personnel. Qu'est-ce que je lis moi en ce moment? Bah là maintenant, rien. J'ai relu, je relisais en fait il y a pas très longtemps des ouvrages que j'ai déjà lus en fait, hein, simplement. J'avais recommencé par exemple à lire Roadmaster de Stephen King. Et mais sinon là j'ai pas de, je fais plein de choses, mais du coup j'ai pas comment dire, le temps. Enfin, je m'accorde pas le temps, pardon, de la lecture vraiment. C'est un peu dommage. Enfin, j'aime pas trop quand c'est comme ça parce que j'adore lire en fait simplement. Connais-tu et apprécies-tu? Alors il y a une petite liste. Ange, la chanson Les mots simples de l'album Moyen Âge. Je ne sais, je ne sais pas ce que c'est cette chanson et je ne connais pas le groupe. J'ai honte. Hein. Ricky Lee Jones, l'album Chuck Sin Love, pareil, je ne connais pas du tout. Je connais deux noms. Hein. Ricky Lee Jones, je connais deux noms, mais c'est tout. Je connais aucune chanson. Même sous la menace, je peux pas en sortir une. Ah, ça va être drôle. Je sens que ça va être ça pour toute la liste. Oh putain, faut vraiment pas avoir d'amour propre. En fait, j'y connais rien en musique. Bertrand Burgala, je connais de nom, mais enfin, je crois que si j'ai entendu quelques trucs de lui, j'aimais pas. Enfin, mais c'est personnel, hein. Voilà, c'est pas mon style à moi, quoi. Billy Talent, l'album 3, non, je connais pas du tout. Mais Billy Talent, je connais pas. Donc, même pas de nom, quoi. Lou Anne Barton, j'ai jamais entendu parler de ma vie. Pas de Benatar, ouais, alors si, alors là, voilà, putain, ouf.
Putain, une artiste que je connais. J'étais amoureux d'elle, dis-tu, l'album Get Nervous. Ouais, pas de Benatar. Je peux comprendre que t'étais amoureux. Enfin, je sais pas c'était à quelle période que t'étais amoureux d'elle, mais si c'était début des années 80, tout ça, ouais, c'est clair. Moi, j'avais l'album, putain, qui a pas été un triomphe, hein, mais des années 80. Alors, attends, je regarde. Voilà, l'album que j'avais acheté, et j'en ai eu un seul d'elle. C'est de 88, Wide Awake in Dreamland. Je me souviens même que j'avais des maxi de ce disque, qui de mémoire n'a pas cartonné de ouf, hein, mais bon, moi j'aimais beaucoup cet album. Après, les tubes, voilà, Love is a Battlefield, Heartbreaker, ça c'est génial, quoi. Mais voilà, donc ça oui, ça j'aime beaucoup, enfin pas de Benatar, et la voix, une voix de dingue. C'était vraiment cool, c'était comment dire, un rock. J'aimais. Alors, je préférais Joan Jett, par contre. En termes de compo, je trouvais les compos de Joan Jett très supérieurs. Enfin, c'est personnel, hein, mais c'est moins pop. Enfin, Joan Jett, c'est quand même plus rugueux à chaque fois, quoi, que Pat Benatar, qui était quand même pop rock musclé, mais pop quand même. Ensuite, putain, tu me cites Clarence Clemenson, je ne sais pas qui c'est. Aïe, 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 aïe. Voilà. Mais on appréciera quand même ma franchise et voilà mon honnêteté d'ignorance en fait, parce que je connais certains youtubeurs qui auraient dégagé toutes les questions auxquelles ils ne ressortent pas brillants par leur ignorance. As-tu vu The Pledge de 2001, film de Sean Penn avec Jack Nicholson? Bien sûr, j'ai adoré ce film. Oh putain, il est terrible. J'aimerais bien en parler. Personne, on parle pas du tout de ce film. Ultra dur, mais j'avais adoré. Ah putain, quelle claque ce film. C'est marrant, mais je l'ai pas. Je l'ai même pas en DVD ni rien. Mais oui, je l'ai vu. Il m'avait mis KO quoi. Mais KO. J'aimerais beaucoup le revoir. Faut que je le rechoppe. Je suis sûr que ça se trouve sans trop de problèmes en physique comme en VOD. Ah oui. Et tu dis, pardon, le film commence par les 10 secondes de la fin. Ah bah je me souvenais. Ah mais si. Oui, si, ça y est, maintenant je me souviens. Ouais, non, magnifique film. Et c'était la dernière question de ce JDV. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.